Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Jean-François Rime, bonjour. Bonjour. Conseiller national UDC fribourgeois, vous êtes aussi le président de l'USAM, l'Union Suisse des Arts et Métiers. C'est ça. Commençons d'abord sur Fribourg, votre terre d'origine, avec Isabelle Chassot qui part, qu'il va falloir remplacer. L'UDC sera dans la course, mais pas vous. Pourquoi ? Parce que, premièrement, je suis chef d'entreprise, j'ai encore des entreprises à diriger. Deuxièmement, à 62 ans, bien sonné. Je crois qu'on n'est plus candidat au Conseil d'État, en tout cas pas comme nouveau conseiller d'État. Pourtant, ça semble dans l'air du temps. Freisinger, Perrin, l'UDC semble bien porté. Alors, c'est vrai qu'avec des personnalités comme Perrin et Freisinger, l'UDC a réussi à faire son entrée dans les conseils d'État sans alliance de droite. Et c'est possible qu'à Fribourg, l'exercice serait aussi possible, mais enfin, je ne suis pas ce candidat-là. On ne sait pas qui encore, vous savez ? Non, mais si je savais, je ne vous le dirais pas. Non, les sections de district ont jusqu'au jusqu'au 3 juin pour annoncer leurs candidats. Et nous allons après nous rencontrer, faire un choix. Est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un de médiatique ? C'était le cas de Freisinger, c'était le cas de Perrin. Est-ce qu'il faudrait aussi que ce soit une personnalité médiatique ? C'est clair que si vous êtes médiatique, si vous avez l'habitude aussi des médias, c'est plus facile de faire une campagne. Puis vous n'avez pas besoin de faire connaître la personne, mais au niveau du Conseil d'État, c'est quelqu'un qui doit être reconnu au niveau cantonal, et on a quand même des députés, des gens qui sont connus, qui sont bien connus au niveau cantonal. Bon, Fribourg a une particularité, comme le Valais, c'est qu'on est canton bilingue. Et ce n'est pas toujours facile d'être connu des deux côtés de la Sarine. Si on file la comparaison avec Freisinger et Perrin, c'est deux personnalités sur lesquelles on a énormément tapé. Les médias ont énormément tapé, et puis évidemment les opposants politiques aussi. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de leur réussite, le fait qu'ils aient été des boucs émissaires à certains moments de la campagne ? Non, leur réussite, c'est surtout qu'ils ont toujours eu une ligne claire en politique. Ils sont connus pour leur position. En Valais, il s'agissait de remplacer un radical. À Neuchâtel, la situation était toute différente puisqu'on avait une législature précédente qui a été assez catastrophique. Et je crois que les électrices et les électeurs ont voulu un changement et Perrin faisait partie de ce changement. À Fribourg, c'est pas catastrophique ? Non, Fribourg va pas si mal. Maintenant, quand même, je crois que l'UDC est le troisième parti au niveau du Grand Conseil et que ce serait logique que l'UDC partage les responsabilités du gouvernement. Maintenant, si on devait en décider autrement, on peut aussi vivre sans être représenté au gouvernement. Puisqu'on parle de Freisinger, parlons un peu de l'école. Il a fait une déclaration tonitruante sur les enfants sans papier qui devraient être dénoncés. Depuis, il est revenu en partie là-dessus. Est-ce que ça vous a fait aussi hurler comme tous les médias ? Moi, je ne hurle jamais. Et je crois que Freisinger d'après ce que j'ai vu et d'après les explications qu'il a données, il n'a pas dit que les instituteurs, les enseignants devaient dénoncer les enfants qui en avaient de sans-papier. C'est comme ça que ça a été reçu. Bien sûr, parce qu'on interprète toujours en défaveur de ce qu'a Freisinger, si possible. Non, il a dit qu'il y avait dans l'administration des informations concernant les gens qui étaient là sans papier et illégalement, et que ces informations devraient suivre. Il n'a en tout cas pas fait référence explicitement à l'école, mais il voulait parler des assurances sociales, de l'AVS, des caisses de chômage, etc. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors, pour rétablir jusqu'au bout, d'après vous, un enfant sans papier à l'école n'est pas un problème ? Non, je crois que les enfants ont droit à l'école. Si les enfants sont là, ce n'est pas eux qui ont décidé d'être ici. Et je crois que là, on ne peut pas les cacher dans une cave ou je ne sais pas où. Vous savez, j'ai vécu ça comme chef d'entreprise à l'époque où on n'avait pas la libre circulation. Je vous parle ça il y a 30 ans. Fribourg, il faut savoir que c'est un canton qui s'est développé très fortement et qui avait très très peu de permis de saisonniers, qui n'avait pas de frontaliers. On est le seul canton roman qui n'a pas de frontière avec un pays étranger. Donc on avait toujours des problèmes pour recruter de la main-d'œuvre. Je parle de ça quand j'ai commencé à travailler dans les années 70. Et on avait des gens qui étaient là, ce qu'on appelait au gris. C'est des gens qui payaient leurs assurances, qui payaient leur caisse maladie, qui payaient tout, mais qui n'avaient effectivement pas de permis de travail. Et je crois que les gens fermaient un peu les yeux là-dessus, les autorités aussi, et on avait déjà des enfants qui allaient à l'école à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce que cette situation devrait changer et que ces gens-là qui sont au gris, comme vous dites, il faudrait maintenant trouver une solution pour qu'ils ne soient plus au gris? Je ne vous ai pas dit qu'il fallait changer, je vous ai dit que les enfants, en tout cas, devaient aller à l'école. Et aujourd'hui, on doit régulariser ces situations. Le problème,
Ce n'est pas tellement les gens qui ont des permis de travail. Avec la libre circulation aujourd'hui, la plupart des gens peuvent avoir des permis de travail pour autant qu'ils aient un travail, un contrat. Le problème des gens qui sont dans l'illégalité, c'est plutôt dans le cadre de l'asile ou bien alors à Genève avec du personnel de maison qui vient d'Amérique du Sud ou oui, plutôt de ces pays-là ou d'Asie. Ouais. Sur l'école, ça permet quand même à l'UDC de redévelopper des théories sur l'école et c'est vrai que c'est intéressant puisque vous avez vraiment une vision de l'école à l'UDC. Vous faites partie de ces partis politiques qui ont vraiment une vision de l'école. Est-ce qu'on peut la rappeler déjà, peut-être votre vision de l'école, puis ensuite la vision du parti, elle est probablement très proche. On veut une école où les enfants apprennent quelque chose et quand ils sortent de l'école, ils devraient au moins savoir lire, écrire et compter. Et je peux vous dire que j'ai des apprentis. Et pas plus tard que ce matin encore, on avait un grand problème avec une apprentie dont les notes, qui est en première année, comme une femme qui apprend 6 heures. Et là, il n'y a pas de problème de sexe au cours professionnel. Donc, ces notes se dégradent de semaine en semaine. Et on a un problème. On avait un jeune qui s'est présenté, qui a fait un stage chez nous, qui était très bon au niveau travail, mais il a des notes catastrophiques. Il a déjà commencé 2 apprentissages. Et on essaye de trouver des solutions pour lui faire des cours de rattrapage. Un apprentissage scieur, ce n'est pas un diplôme de l'École polytechnique fédérale, donc les connaissances sont limitées, mais on a malheureusement des gens qui n'ont même pas ces connaissances. C'est vrai, et c'est quelque chose que vous constatez vous, mais que vous constatez aussi au sein de l'USAM, c'est-à-dire que d'autres patrons de PME disent qu'ils n'arrivent pas à trouver les gens qualifiés. On a un problème de recrutement maintenant. Bon, en Suisse romande, encore plus qu'en Suisse alémanique. En Suisse alémanique, on a une très forte proportion de gens qui font l'apprentissage. En Suisse romande, on a beaucoup plus de gens qui veulent aller aux études. Et on a le niveau qui a baissé. Aujourd'hui, le grand potentiel d'apprentis, ça vient de l'immigration. Alors, les jeunes, qu'ils soient portugais, kosovars ou d'autres nationalités, ça joue aucun rôle, qui ont fait toute leur scolarité en Suisse, ça va. Le problème, c'est les gens qui arrivent à 13-14 ans chez nous et qui n'ont pas eu cette scolarité et qui sont relativement difficiles à intégrer. C'est dommage parce qu'il y a parmi ces gens des gens qui ont des très bons potentiels. Vous avez une solution pour ça ? Alors, il y a des travaux qui sont faits. J'ai participé dernièrement encore à une conférence avec Mme Somaruga là-dessus, où on cherche des solutions. Il y a une professeure de l'université de Fribourg, Mme Stamm, sauf erreur, qui a fait des grandes recherches là-dessus. Et il faut qu'on trouve des solutions parce que j'entendais encore aujourd'hui que le nombre de postes de travail a augmenté de 2% cette année, ce qui est énorme. Et je crois que la solution, en tout cas, c'est de donner du travail d'abord aux gens qui sont chez nous. Avant d'aller rechercher des gens à l'étranger, de faire venir des gens, il faut au moins que les gens qui sont chez nous, qu'ils soient suisses ou étrangers, je ne parle pas de préférence nationale comme certains le font, que ces gens-là soient occupés. Et la préférence nationale, jamais, pas du tout? Non, en principe, je crois qu'aujourd'hui, il faut parler de gens qui sont établis en Suisse avant de parler des Suisses. Bien sûr qu'on doit aussi s'occuper des Suisses qui sont au chômage, on doit s'en occuper avec une certaine priorité, mais on doit s'occuper de tous les gens qui sont en Suisse. Vous parliez de cette école qui devrait être recentrée sur les matières primaires, les matières prioritaires. Il y a une autre vision de l'école par l'UDC, c'est l'autorité qui devrait revenir à l'école et qui parfois se perd. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, une certaine discipline, il y a quand même dans les classes un chef, c'est l'enseignant, c'est l'institutrice, c'est l'instituteur. Et c'est plus le cas aujourd'hui? Bon, écoutez, mes enfants sont grands. À cause ou grâce à Mme Chassot ou à ses prédécesseurs, Fribourg est quand même considéré encore comme un canton qui a une école qui se tient d'un bon niveau. Et je crois quand même que dans la société, il y a une organisation qu'il faut avoir. Dans l'entreprise, après, quand on travaille, il faut quand même aussi faire ce que demandent les responsables et les chefs. Donc, l'anarchie, ce n'est pas une solution ni à l'école ni dans la vie professionnelle. Vous êtes président de l'USAM, l'Union Suisse des Arts et Métiers. Comment vont nos PME aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a pas de règle, mais globalement, l'économie suisse va bien. Une des raisons de ce succès, c'est cette combinaison grandes entreprises, places financières, assurances, PME, industrie d'exportation, et ce mélange
des genres, cette complémentarité fait le succès de nos entreprises et de nos PME en particulier. Bien sûr que certaines sont confrontées à des problèmes. Les pays qui nous entourent sont plus ou moins tous en crise, à part l'Allemagne, et la concurrence est forte. Le problème du franc fort ne se répercute pas seulement sur le tourisme ou sur le tourisme d'achat, mais aussi sur les PME qui sont confrontées à la concurrence étrangère. J'entendais encore en venant ici une émission à la radio, des informations sur le Tessin, où il y a une pression très forte dans les métiers de la construction, d'entreprises ou de travailleurs indépendants italiens qui viennent au Tessin en faisant de la sous-enchère. Ouais, dans le cadre de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire une entreprise italienne qui veut simplement venir construire de même qualité mais moins cher? Bon, en principe, elle ne peut pas être tellement meilleur marché parce qu'elle doit respecter les conventions collectives. Donc, elle ne peut pas faire de dumping salarial. On a des règles relativement strictes qui ont encore été durcies ou qui vont être durcies avec le problème de la responsabilité solidaire. Ouais. Je crois que là, les règles du jeu sont relativement respectées, mais c'est vrai que dans la situation actuelle, on peut acheter beaucoup de choses à l'étranger, meilleur marché qu'en Suisse. Alors, c'est une situation, mais il faudra quand même bien qu'on garde les postes de travail en Suisse. Donc, je crois qu'avec des salaires suisses, on devrait aussi avoir une certaine solidarité vis-à-vis de la production suisse. Et on arrive dans la question du Swissmade, qui concerne aussi beaucoup l'USAM. Si la Suisse ne peut pas produire moins cher, elle peut produire plus qualitativement ou différemment, avec une sorte de label Swissmade. Là, on est sur la bonne voie, à votre avis, avec ce Swissmade Bon, le fameux Swissness, avec les pourcentages de produits suisses, etc., c'est un dossier qui est difficile. qui est très technique. Je pense qu'on va très technique, on va arriver à une solution. Et c'est vrai que si on compare, par exemple, l'Allemagne et la France, l'Allemagne est un succès, la France a beaucoup de difficultés dans l'exportation. L'Allemagne, comme la Suisse, est dans le haut de gamme. Si vous prenez dans l'industrie automobile, l'Allemagne, c'est quand même les champions des voitures de haut de gamme, alors que la France est dans le bas de gamme, où ils sont confrontés aux Coréens, maintenant aux Chinois et à d'autres. Donc, je crois que pour la Suisse aussi, il faut se concentrer sur ces produits de qualité, que ce soit dans les produits de luxe ou dans les machines, dans les équipements. Et si quelqu'un achète une montre suisse et qu'il constate en l'ouvrant que le mouvement est produit en Chine ou à Taïwan ou je ne sais pas où, je ne dis pas qu'ils font des mauvais mouvements, mais s'il a payé le prix d'une montre suisse, il doit quand même avoir une certaine garantie. Et à ce niveau-là, des contrôles s'imposent. Mais ça ne semble pas tellement dans l'air du temps. Aujourd'hui, un produit, on ne sait même plus tellement où il est produit. On ne peut même plus dire si, quand on achète un ordinateur, il est produit ici ou là-bas, il a été assemblé quelque part, produit en partie ailleurs. Est-ce que vraiment, sur le long terme, on peut imaginer garder ce label suisse et vraiment faire des produits 100% suisses ou 80% Non, suisses? pas 100%, mais c'est des produits, si on le vend. Personne n'est obligé de mettre un drapeau suisse ou de mettre un Swissmade sur son produit, mais s'il le met, il doit respecter des règles. Je crois que c'est ça le principe. Et la Suisse, qu'est-ce que ça représente alors d'un point de vue de produits, de consommation? Qu'est-ce que ça représente dans le monde? La qualité, on l'a dit, le haut de gamme, il y a d'autres choses? Oh, le développement technologique, la fiabilité, les délais de livraison. Et aujourd'hui, on en a une preuve absolument concrète avec l'accord de libre-échange qu'on vient de conclure avec la Chine. Il faut quand même voir qu'on est les premiers avec l'Islande. Bon, dans les pays industrialisés, mais l'Islande est un tout petit pays qui est très concentré sur très peu de marchés. La Suisse a prouvé qu'on est intéressant pour le plus grand marché du monde et que là, c'est un immense succès en tout cas du conseiller fédéral Schneider-Hammann. Et je suis sûr qu'à une période où l'économie européenne va mal, et je ne crois pas qu'elle va se sortir de la crise ces prochains mois, c'est extrêmement important qu'on puisse travailler avec ces marchés-là. Travailler avec des pays aussi, et là on arrive sur un vrai différent qu'on a avec les pays qui nous entourent, et puis même ceux qui sont beaucoup plus lointains, c'est le problème du fisc et des échanges de données. Là-dessus, l'UDC a une position assez claire. Bon, il faut distinguer deux choses. Enfin, plusieurs choses. On a un problème qui concerne l'imposition des entreprises. Ça, on le traitera bilatéralement, les régimes spéciaux.
Et on a ce fameux problème de l'échange automatique d'informations qui concerne la clientèle privée. À ce niveau-là, je crois qu'on doit trouver, les règles changent. On doit trouver une solution pour régler le passé. On ne va pas quand même assassiner toutes les personnes qui ont fait à un certain moment des erreurs, qui ont fait confiance aux banques suisses, qui leur ont dit « écoutez, chez nous, votre argent est là, il n'y a aucun problème, personne n'est au courant ». Donc il faut qu'ils puissent régler en payant. Je ne dis pas qu'il faut faire une amnistie complète où les gens ne paieront rien, mais enfin, il faut trouver des solutions. Payer, ce sera punir, parce que les pays qui ont... Il faut payer. Alors, à partir de quand est-ce qu'on a affaire à des impôts de retard ou à une amende? Bon, là, je crois qu'il faudra trouver des solutions. Il y a des pays qui l'ont trouvé de façon très pragmatique, la Belgique, l'Italie et d'autres, et il faudra trouver des solutions. Maintenant, et puis pour la suite, pour l'avenir, on doit trouver des accords. On a des conventions de double imposition avec les directives de l'OCDE, le fameux article 26 dont on parle toujours. Ça définit un certain nombre de règles. Et puis, il y a le problème par rapport aux contribuables suisses. Et en Suisse, il faut bien reconnaître qu'on a un système fiscal particulier avec l'autodéclaration des contribuables, avec un impôt anticipé quand même très élevé, 35%, qui incite les gens à déclarer leur argent plutôt que de perdre simplement ce montant. Et là, on ne doit pas avoir un échange automatique d'informations. On doit avoir un système où le fisc obtient les informations à certaines conditions. Et on doit garder, à mon avis, cette distinction entre fraude fiscale et évasion fiscale, parce que du moment qu'on a le système d'autodéclaration, vous devez quand même admettre que les gens peuvent faire un oubli, peuvent faire une erreur, et vous n'allez quand même pas envoyer tout le monde au tribunal pour des très petites sommes. Alors maintenant, bon, les choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer. Je crois qu'on va probablement trouver des solutions. Mais ce qu'il faudrait aussi dire aux gens quand même, c'est que naturellement, les très très gros contribuables, je parle de gens qui sont très peu nombreux, ceux-là, ils trouvent des solutions. Ceux-là sont très bien conseillés et ceux-là vont peut-être s'en sortir. Par contre, le contribuable... Alors, c'est là aussi... Ces règles, ces futures règles, elles devraient être imposées au niveau international par l'OCDE et si possible reprises par toutes les places financières parce qu'à la base de ces affaires, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'il y a une concurrence fiscale entre les places financières, que ce soit les places anglo-saxonnes, Londres ou New York, les places asiatiques, Singapour, Hong Kong, et la place suisse qui est quand même importante. Et puis, il y a bien sûr la faillite de certains pays comme la France ou l'Espagne ou l'Italie qui ont besoin d'argent et qui veulent que les gens payent leurs impôts. Alors, comme parlementaire fédéral, je considère que les gens doivent payer leurs impôts, c'est clair. Par contre, l'État doit aussi avoir un système fiscal qui fait que l'incitation à tricher ne soit pas trop grande. Lorsque vous habitez la France et que vous payez plus de 50% d'impôts, que vous payez lors des successions de nouveau encore 50% d'impôts, je crois que là, forcément, que c'est pas très étonnant que les gens aient envie de trouver quelque chose qui soit plus favorable. Mais si on revient en Suisse sur le secret bancaire pour les Suisses, par exemple, n'y a-t-il pas là une dichotomie de se dire la banque doit garder le secret, mais l'administration qui a par exemple la nationalité, on revient sur ses enfants, et l'administration qui a une information sur une nationalité ou sur un problème de légalité, là doit le communiquer. Est-ce qu'il n'y a pas deux vitesses et pourquoi le financier serait secret alors que l'origine est... Il y a un secret médical, il y a un secret des avocats, et ce que je ne veux pas en tout cas, c'est ce qui a été proposé par certains collègues du PBD, du parti de Mme Wilmer-Schlumpf, c'est qu'à la fin de l'année, la banque envoie automatiquement vos décomptes bancaires au fisc. Ça, il n'en est pas question, ce serait un changement de paradigme complet. À ce moment-là, alors naturellement, on vient au système dont on a la preuve qu'il ne fonctionne pas des pays voisins. On doit arriver à ce que les gens payent leurs impôts. Si il y a un doute et s'il y a des preuves que quelqu'un n'a pas payé ses impôts, la banque fournit les documents. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais on ne doit pas arriver à cet automatisme. Il faut qu'on paye nos impôts volontairement, qu'on soit heureux de payer nos impôts. Bon, on soit heureux qu'on les paye en tout cas et qu'on ne soit pas incité à tricher. J'ai une vidéo à vous montrer, c'est une tradition. Regardez ceci. Sur nos monts, quand le soleil
annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour, les beautés de la patrie parlent à nos cœurs attendris. Au ciel monte plus joyeux, au ciel monte plus joyeux, les accents d'un cœur pieux, les accents émus d'un cœur pieux. Alors, c'est l'hymne national suisse, elle est quasiment en entier, hein, vous vous arrêtez presque à la fin, vous la connaissez quasiment en entier donc. La mélodie, c'est pas tout à fait ça, par contre, encore. Bon, écoutez, j'ai chanté très bien, paraît-il, à l'école. C'est vrai. Et tout à coup, c'est vrai. Mais c'était ma question. J'aimerais bien voir mes collègues. C'était lors de la campagne électorale 2011. Oui. Je sais La Liberté qui a Alain fait cette Berset vidéo. s'était également prêté à l'exercice. C'était les candidats au Conseil des États. Bon. Il avait eu plus de peine, Alain Berset, c'est ça? Écoutez, sur les paroles, je crois qu'il était peut-être pas tout à fait aussi au point, mais si on l'avait fait chanter l'Internationale, probablement qu'il aurait été plus au point que moi, parce que dans leurs assemblées politiques du PS, ils chantent l'Internationale, tandis que nous, on chante l'hymne national. Mais c'était ma question, vous avez abordé l'école. Il faudrait rétablir des cours de chant à l'école? Ah, moi, je pense ça quand même, urgent, oui, là, non? oui. Non, mais je chantais bien à l'école. Oui, ok. Je chantais bien. Il faut des formations continues, alors. Alors, il faudrait un peu d'exercice, et puis là, on m'a pris à froid. Si on m'avait averti, je me serais entraîné les 15 jours avant l'interview et j'aurais été très bon. Bien sûr. Vous parliez de vos 62 ans au début de l'interview en disant que ce n'était pas un âge pour être un nouveau conseiller d'État. Qu'est-ce que vous voulez faire alors maintenant dans ces prochaines années? Vous êtes une personnalité forte de l'UDC, l'UDC compte sûrement sur vous. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant de ça? Écoutez, bon, moi j'ai des entreprises, j'ai des fils qui sont en train de prendre la succession, mais j'imagine qu'ils vont encore avoir besoin de moi pendant quelques temps, en tout cas pour les situations particulières, les exercices de pompier. Je suis élu jusqu'en 2015. En 2015, on verra. J'ai encore cette présidence de l'USAM qui, dont une des exigences, c'est d'être parlementaire fédéral. D'accord. Alors, on prendra les choses les unes après les autres. Donc ce sera tout ou rien en 2015. Non, les entreprises, ça je continuerai, ça je peux continuer aussi longtemps que je veux. Et puis j'ai quand même quelques occupations, j'ai quelques voyages en retard, je fais un petit peu de chasse. Si mes genoux me laissent en paix, je peux encore faire un peu de ski. Donc je vais m'occuper. Mais vous avez l'impression que vous avez encore quelque chose d'essentiel à apporter, quelque chose que vous n'avez pas encore pu apporter, que vous aimeriez sur le plan politique national? Le problème, je ne sais pas s'il y a des choses essentielles. Si je meurs en rentrant ce soir à la maison, je suis sûr que le pays va continuer à vivre. J'espère que mes entreprises continueront à vivre. Donc, mais je crois que j'ai des convictions à défendre, j'ai des idées. Si les électrices et les électeurs fribourgeois considèrent que je peux encore être utile à Berne, je verrai ce que je fais. C'est une question de plaisir, de satisfaction, et puis de conviction et de santé, parce qu'à partir d'un certain âge, bon, on peut aussi avoir un pépin de santé. Mais pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, à part les genoux, tout va bien. Vous nous rassurez. Merci beaucoup, Jean-François. Merci.